Jean a échappé de justesse au camp d'extermination nazi. Né en 1932, il a 7 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale débute. Il habite alors à Paris avec ses 3 grands frères et ses parents d'origine polonaise. Je suis le cadet d'une fratrie de 4 enfants. On vivait, assez sèchement. On habitait rue de Turenne et c'était pas du luxe. Avant le début de la guerre, j'étais un enfant qui allait à l'école. Je ressentais en tant qu'enfant un peu d'antisémitisme à l'école et en dehors de l'école. Mais c'était devenu comme une habitude. J'avais mon frère aîné pour moi, il s'appelait Roger, et c'était tous les jours des bagarres, quoi. Où on vous insulte, vous tournez le dos, et vous partez dans de mauvaises conditions, où on se revit. Si Jean ne parle pas avec ses parents de l'antisémitisme qu'il subit, il constate malgré son jeune âge que la société se mue. Et dès juin 1942, il est contraint de porter l'étoile jaune dans les lieux publics. Tous les dimanches, où c'est que j'allais, comme tous les enfants, place des Vosges. Et en arrivant presque vers la place des Vosges, je vu un monsieur arriver avec des médailles, un ancien combattant de 14-18, et il m'a dit, tu vois mon garçon, tu dois être plus fier d'avoir c'est comme une médaille que mes décorations à moi. Je l'ai regardé comme un fou. Je dis, mais qu'est-ce qui lui prend? J'ai pas compris les choses. Au fond, c'est normal. Je comprenais pas que lui était décoré. Et en ancien combattant de la guerre 14-18, on avait beaucoup d'inconvénients. On ne pouvait pas prendre le transport. Quand on prenait le métro, c'était le dernier wagon. Et il y avait des gens qui cachaient leur étoile, qui montaient. Et c'est pas la police c'est des gens qui disaient, et vous là, que vous n'avez pas le droit d'être ici. Il y avait déjà des gens comme ça qui disaient, qui trouvaient normal que les Juifs ne doivent pas monter dans le métro. Petit à petit, on a commencé à faire la chasse aux Juifs dans les rues. Les Juifs étaient interdits au jardin, pour Diabel au jardin, aux chiens et aux Juifs. C'était interdit. Donc, on voyait que la vie prenait une certaine tournure. Et donc, je suppose, je fais une supposition gratuite, que les gens qui avaient les moyens ont dû commencer à penser à partir. Partir n'était pas facile, je suppose. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'un enfant que j'étais était un peu perdu à ce sujet-là. Je pouvais peut-être poser des questions, mais je n'avais pas la réponse. Lorsque son père et l'un de ses frères sont arrêtés, Jean reste seul à l'appartement familial avec sa mère. Mon père a été arrêté à cause de cigarettes. C'est un fumeur. Et il est descendu parce que il y avait des heures. Le soir, les Juifs n'avaient pas le droit de se promener. Et il avait plus de cigarettes. Il a été arrêté tout de suite. Et il était arrêté, emmené à Drancy. Il y avait un bus qui allait directement à Drancy. On allait le voir de loin. On se faisait des signes. On se finissait par se comprendre. Ça, je m'en souviens très bien. Je vois l'image. Et quand mon frère aîné était arrêté, on est retourné à Drancy, on les voyait tous les deux. On s'est dit que c'est quand même bien, parce que ils vont s'aider tous les deux. Je trouvais pas ça normal. Pourquoi que lui, il était là-bas et que nous, on était là, parce que ça commençait à me trotter dans la tête, parce qu'on est juifs. On peut tout nous faire. Tout est possible. Alors que je croyais ça un peu impossible. L'idée de vous dire que rien que de voir ma mère, dans quel état elle était, de voir son mari et son fils aîné, dans quel état elle était quand on retournait à la maison. Et rien que de la voir comme ça, bon, c'était très pénible. Mais j'étais très attaché à ma mère. J'étais le petit dernier.
et elle me couvrait un peu, ça je me rappelle bien. Et j'avais besoin de ma mère. Mais du moment qu'elle était là, j'étais rassuré. Un matin, une descente de police avec, il y avait des autobus. Un monsieur est venu, monsieur assez jeune, c'est un inspecteur. On sentait qu'il y avait dans le quartier une effervescence, même dans l'immeuble. Et ce monsieur est arrivé, je sais pas, fin de matinée. Il me dit, écoutez, bon, il est trop tard maintenant, je vais revenir demain. Préparez-vous, vous préparez une valise, et puis je viendrai vous prendre demain. Ça voulait dire beaucoup de choses. À ceux qui voulaient comprendre, bien sûr, on n'était certainement pas les seuls à qui c'est arrivé, et qui ont pris des choses en main, et se dire, demain, on ne sera pas là. Mais ma mère s'est dit, parce qu'on venait la chercher, elle, pas moi. Et alors elle s'est dit, mais je ne peux pas le laisser. Et donc, quand le lendemain, il est venu, ma mère était prête, elle avait fait la valise avec moi. Et il a dit qu'elle n'était pas obligée de me prendre. Enfin bon, c'est comme ça, on est parti, on est descendu, on a pris le bus, et on n'est pas parti, on ne savait pas où, mais on est arrivé au Veldiv. Alors, quand on est arrivé là, c'était, comment vous expliquer, comment des yeux que j'avais à l'époque, c'était l'enfer. L'enfer parce que, d'une part, il y avait l'odeur. C'était un peu insoutenable, cette odeur. Et je me souviens de cette odeur. Hein. Je ne peux pas vous dire quel nom on l'avait. Et on était des spectateurs de Veldiv. Vous avez la piste qui est en bas. En bas, il y avait la Croix-Rouge. Et le monde était tout en haut. Inutile de vous dire que l'odeur venait de ce qui n'était pas prévu pour tellement de monde. Et ce qui devait arriver est arrivé. C'était fatal. C'est difficile à comprendre qu'il y avait des gens qui prenaient leur élan et qui sautaient. C'était infernal, quoi. Ça a duré à peu près 3 jours et puis on est monté dans les wagons et on ne savait pas où on allait. On pensait qu'on allait partir en Allemagne. Quand on vous ferme derrière la porte, vous êtes dans le noir, plein de monde. Il faut à peine vous bouger et que les grands, eux, sont déjà devant la fenêtre, qui est grande comme ça. Je ne savais pas qu'on allait à Bonne-la-Rolande. Jean est envoyé au camp d'internement de Bonne-la-Rolande, dans le Loiret, où se trouvent alors en grande majorité des femmes et des enfants. Ce type de camp servait à regrouper les Juifs avant leur déportation vers les camps d'extermination nazis. On est resté dans le camp. Il y a eu la sœur de ma mère qui était aussi dans le camp. Et elle avait aussi un petit garçon qui était juste un an plus âgé que moi. Elle a été appelée pour partir. Et toutes les femmes se sont mises en rang. Et nous, on voulait garder mon petit cousin. Il s'est faufilé. Il ne peut pas quitter sa mère. Et je ne sais pas comment il a fait. Il s'est caché parmi... Il y en avait pas mal. Et il est monté dans le train. Il est monté pour ne plus redescendre. Et il est mort au Auschwitz. Une fois, j'ai été aux toilettes. Et quand je me suis penché pour voir, il y avait des bijoux. Les gens préféraient les jeter plutôt que les donner. Parce qu'on n'était pas tellement fouillés quand on est arrivé. C'était en Allemagne que les gens, on leur enlevait les dents même. Jean et sa mère resteront 1 mois à Baud-de-la-Rolande et ils seront ensuite transférés à Drancy. Ce camp d'internement, situé en région parisienne, fut l'un des principaux maillons de la machine de déportation orchestrée en France pendant la Shoah. Je sais qu'on remonte encore dans les wagons, qu'on est encore serré comme des sardines, et que je ne sais pas où qu'on va. Finalement, Drancy, c'était une bonne chose. J'ai tombé malade
à Drancy, je ne mangeais pas. J'étais un enfant très difficile. Malgré la situation, eh bien, le peu qu'il y avait à manger, je le mangeais pas. Donc ma mère se sacrifiait. Il y avait des petites choses que je pouvais manger. Elle se privait, elle me donnait. Et quand on est jeune, je trouvais ça normal. Ce qui n'allait pas, mais enfin, dans la situation que j'étais un peu borné, comme c'était, il faut quand même manger. Ben, je perdais des forces, et j'ai été à l'infirmerie. Quand je me suis retrouvé à l'infirmerie, j'ai une infirmière qui s'approche de moi, qui me dit « Vous vous appelez Zwimmer ?» Je dis « Oui ». Elle dit « Écoutez, mon fiancé s'appelle Zwimmer ». Ah, je dis « Ah ». Et il est d'où? Elle me dit « Il est de Montreuil ». Ouais, je sais très bien qu'il y a des Zwimmer à Montreuil, mais ça n'a rien à voir avec nous. Bah, je dis « Oui, c'est la famille ». C'était assez intelligent. Alors, du coup, elle m'a apporté du beurre. J'aimais le beurre. Un peu de lait. J'aimais pas tellement le lait, mais enfin, je sais plus quand même. Même qu'elle m'a favorisé. Quand je suis sorti, je ne pouvais pas marcher. On m'a mis dans un tricycle. Il est ensuite libéré grâce au travail de son frère Roger, embauché dans une entreprise de fourrure qui travaille pour les Allemands. Cette activité permet au jeune homme d'obtenir un laissez-passer pour sa famille et ainsi d'éviter la déportation. Après un retour rapide à Paris, il est confié par sa mère au comité de la rue Amelot, qui s'occupe de cacher des enfants juifs. Il est alors placé chez un couple à la campagne, dans le Loir-et-Cher. C'était un couple qui n'avait pas d'enfants. Et ce monsieur était le spécialiste, il était chargé de l'abattoir. C'était des gens très sympathiques. Ils étaient bien, on préparait un sandwich pour aller à l'école, partait le matin et rentrait le soir. Donc j'ai l'impression que j'ai eu une vie normale. Sauf que je n'ai pas mes parents. Et ça me languit un peu quand même. Il y avait des enfants cachés que je ne connaissais pas. Enfin, je n'étais pas tout seul, mais à l'époque, je l'ignorais. Toujours est-il que quand il y avait une alerte, comment qu'elle était déclenchée, cette alerte, on ne peut pas vous répondre, on nous demandait de partir. Tel qu'on était, hop, on partait. Les maisons étaient en bas-côté. C'est la route, les maisons et en haut, par un chemin, il fallait grimper. En haut, c'était des champs de blé ou de choses à perte de vue. Il n'y avait aucune habitation. Eh bien, on allait se cacher. Et au bout d'un certain temps, 1 ou 2 heures, on revenait nous chercher. Après quelques mois, l'un de ses frères revient chercher Jean pour l'emmener à Toulon, en zone libre où sa mère l'attend. On se retrouvait la famille, sauf père, sauf frère aîné. Mais c'était le sud, n'avait rien à voir avec le nord. Le sud, on est en France. Au nord, on était qu'une mentalité dégueulasse. Tout ça pour les antisémites. Il y avait une propagande allemande qui avait l'air de marcher. Sur le juif ceci, le juif cela. Au cinéma, il y avait des actualités où on montrait des juifs ceci, des juifs cela. C'était vraiment infernal. Et j'ai l'impression que la population était un peu soumise. Il fallait chasser les juifs, les Tadjikians. Je ne peux pas me rendre compte étant un enfant, mais déjà, quand ils venaient chercher les juifs, ils avaient donc des listes et des gardiennes disaient « Monsieur, là, il y a aussi des juifs. » Ah bon, quel nom? Il dit « Je n'y ai pas. » Ah bah, s'il y a des juifs, il n'y a pas de raison. Ah bah, madame, j'ai pas de liste, il n'y a pas de raison. Vous voyez quelle mentalité il y avait? Tout ça pour... il n'y avait pas grand-chose à voler, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans les maisons? Preuve rien. La preuve en est, c'est que les gens, quand sont revenus après-guerre, ben les maisons étaient vides. Personne ne les occupait. Parce que c'était pas des... Il n'y avait pas de confort, il n'y avait rien. Personne n'en voulait.
C'était pas des Haussmanniens, mais les gardiens, ils disaient peut-être qu'on peut prendre un matelas, prendre des trucs. Pour eux, tout était bon. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a quand même des personnalités. On s'en est rendu compte après la guerre qu'il y a eu des personnalités. Il y a énormément de gens qui ont sauvé les Juifs. Il y a des gens qui se sont mouillés. On a été libérés par les troupes françaises, qui étaient principalement des Sénégalais, qui nous ont libérés. On les a reçus comme... Et avec les Américains, pas des soldats, mais des matelots, nous distribuaient des cigarettes et des chewing-gums, et puis des tas de trucs. C'était libérateur. C'était la joie pour tout le monde. À son retour à Paris après la Libération, Jean et sa famille entament des recherches dans l'espoir de retrouver son père et son frère Simon, tous les deux déportés. Il y avait des listes, des gens qui... On a à l'hôtel Lutetia. Mais j'ai mon oncle, le mari de la sœur de ma mère, qui avait été déporté, qui est revenu, et qui nous a dit, n'allez plus à l'hôtel Lutetia, c'est pas la peine. Ils sont morts tous les deux. On y allait. J'ai jamais repris une vie d'enfant. J'ai repris une vie d'adulte. J'étais plus un enfant. Au lieu de retourner à l'école, comme j'aurais dû, je me suis mis à travailler jusqu'à ma vie. J'étais un adulte, sans lettres. C'était un choix. Est-ce qu'il était bon ou mauvais? Pas tout le monde a le choix. Longtemps, Jean est resté silencieux sur son passé. Il commence à raconter son histoire et à évoquer l'impact que ces événements traumatiques ont eu sur sa vie d'adulte. Il y a eu un impact, sûrement. Je ne sais pas si j'étais un très bon père. En tout cas, j'étais un père un peu nerveux qui supportait pas tellement bien les enfants. D'abord, quand je me suis marié, je voulais pas d'enfants. Je l'avais dit à ma femme. J'avais trop souffert pendant la guerre. Et puis, je me disais, ça peut revenir. Alors, faire un enfant, ça sert à quoi? Heureusement, j'ai changé d'avis. La vie a fait que, finalement, j'ai eu des enfants et je ne regrette pas. Vous savez, avec le temps, ça s'efface. Mais avec le temps, il faut du temps. Il faut du temps au temps. Et si j'avais entamé, par exemple ça, il y a quelques années, et je vous aurais sûrement pas répondu comme ça.